one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. L'influence et l'impact de Jordan Poole sur les Warriors cette saison, méritait-il d'être dans la liste des 3 MIP? Évidemment qu'il mérite d'être dans la liste, c'est scandaleux. Je pense qu'on va parler un peu plus tard, je crois, de la déclaration de Draymond Green. Il y a un besoin d'avoir, je pense, une définition plus claire de ces awards, parce qu'on a Ja Morant qui est dans la course pour le MVP, on a Darius Garland qui a été All-Star cette année, DeJounte Murray qui a été All-Star cette année, et ces 3-là étaient déjà très forts la saison dernière, alors que Jordan Poole était en G-League, donc dans la ligue de développement de la NBA, il y a un an. Et il a vraiment explosé pour remplacer Steph Curry, pour remplacer Klay Thompson cette saison. Et là, si vous avez vu les 2 premiers matchs contre Denver, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Donc, c'était son trophée, il l'a pas, tant pis, ça va le motiver pour la suite des playoffs. Joel Embiid serait-il un joueur de Vincent Collet dans quelques mois? C'est la question qu'on va se poser. Ça a été déjà sorti en 2018, il y avait même eu une polémique autour de ça, Evan Fournier avait répondu. Les propos de Joel Embiid, je vous les redonne. En 2018, je ne viens pas de France, mais j'ai de la famille là-bas. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'offre d'ici ou ailleurs, mais ce serait une belle opportunité. Donc ça, c'était en 2018. Votre avis déjà sur Joel Embiid et cette volonté de se naturaliser, du coup, je n'aime pas du français. Est-ce que sur ce principe-là, vous êtes plutôt hype ou pas? Alors, je suis hype, mais pour les mauvaises raisons. Je n'aime pas du tout ce concept. J'ai de la famille qui vit au Japon, donc je vais jouer pour l'équipe nationale japonaise. Qu'il soit francophone, c'est une richesse, et sa francophonie est une richesse. Et le fait d'apprécier la France et sa francophonie, de parler français, c'est magnifique. Par contre, de dire je vais jouer pour l'équipe de France alors que je suis camerounais, je ne suis pas né en France, je n'ai aucune attache en France, personnelle je parle, c'est-à-dire je n'ai pas été dans un centre de formation français, je n'ai pas grandi là-bas, je n'ai pas vécu là-bas. Et donc non, je vais jouer pour l'équipe de France parce que c'est probablement la meilleure équipe en Europe capable de gagner des titres. Donc voilà, c'est comme s'il disait ma famille vit en Espagne, je veux être espagnol. Hablo espagnol. Non, moi ça me déplaît, même si le joueur est stratosphérique et ce serait extraordinaire de l'avoir, mais je suis un grand défenseur de la fierté du pays. Donc ça me dérange. Ce n'est pas Chris Paul qui est MVP de la saison régulière, mais Nikola Jokic, l'intérieur serbe, pardon. Oui, serbe, parce que Monténégrin. Cherche des problèmes. Donc c'est l'intérieur serbe qui double la mise. Il était déjà MVP, donc Most Valuable Player, on explique un peu le terme, joueur ayant le plus d'impact sur sa franchise. Le meilleur, c'est le meilleur, voilà. Ou le meilleur, selon ce que peuvent dire certains analystes. 7e saison NBA, 2 fois MVP, donc pour le coup, 2021 et 2022, 4 fois All-Star, donc un joueur maintenant dominant. On peut continuer d'ailleurs sur les statistiques par saison pour voir un petit peu son évolution. Alors ça commence à 18,5, on est parti de la saison 2017-2018, donc ça part avec 18,5 pour monter à 27,1. Ça monte également au niveau des rebonds et ça monte également au niveau des passes. Donc c'est un joueur qui est en constante progression. Moi j'ai envie d'aller sur le top 3 également, donc Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Il y en a qui discutent un petit peu de l'élection de Nikola Jokic. Est-ce qu'un Joel Embiid n'était pas aussi autant méritant qu'un Nikola Jokic pour être MVP cette année? Je pense oui. Après, les chiffres ne mentent jamais. Maintenant, quelque chose qui est sûr, c'est que ça fait 4 ans que l'Europe ou l'Afrique domine la NBA. Constante. Si tu vois les 3 derniers de la liste, c'est Nikola Jokic, Joel Embiid, Antetokounmpo. Il n'y a pas un Américain dedans. Tu veux énerver Angelo, mais donc le reste du monde progresse. Le reste du monde progresse et c'est énorme. Et domine même. Domine. C'est un mot important que tu viens de dire là. Pendant 4 ans. La NBA continue à honorer ses légendes et elle va décerner des nouveaux trophées pour les finalistes et surtout les MVP des finales de conférence. Voilà, je vais y arriver. Et les trophées sont associés à 2 célèbres légendes de la NBA. On va peut-être commencer par la première, Larry Bird. Donc un trophée Larry Bird sera donné au meilleur joueur de la conférence Est.
on voit justement les éléments à l'image. Moi, j'ai une question tout de suite pour vous, avant de présenter Larry Bird, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a joué dans un temps qui n'existe plus maintenant. Quand on évoque ce nom, Samuel, Larry Bird, qu'est-ce que ça t'évoque justement? Pour moi, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, parce qu'il n'était pas du tout athlétique. Et la relation qu'il avait avec le ballon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont. Donc pour moi, c'est un joueur légendaire. Et je dirais que même dans les temps aujourd'hui, je pense qu'il pourrait trouver sa place d'une manière ou d'une autre dans la Ligue aujourd'hui, même si elle est très athlétique. Du poli, hein. Parce qu'il, pour moi, c'est un Zidane un peu du basket. Aujourd'hui, il aurait botté les fesses. T'es gentil, Samuel. Il aurait botté beaucoup de fesses, faut dire la on va le présenter, hein, puisque c'est un joueur qui a évolué dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90. On aime bien vous présenter bien sûr tous les profils dans cette émission pour que vous puissiez vous remémorer ou soit découvrir des nouveaux profils. Donc Larry Bird, c'est 2,6 m, 99 kg, hein, poids de forme on va dire. 6e de la draft 78, donc ça remonte un peu. 13 saisons NBA, 24,3, 10 rebonds et 6 passes de moyenne sur l'ensemble de sa carrière. Angelo, c'est forcément hype quand on évoque Larry Bird et quand on l'honore de cette manière-là? Oui, complètement. Et surtout, c'est important de donner leurs fleurs aux personnes de leur vivant et de ne pas attendre forcément, par exemple, comme avec un Kobe Bryant, on connaît les circonstances dramatiques de son décès, mais il est important de se remémorer l'histoire du jeu et surtout, mettez en perspective que si on a un Nikola Jokic qui n'arrive pas à sauter au-dessus de 2 pots de yaourt ou un Luka Doncic qui est en surpoids en arrivant, qui a l'air plus, qui ressemble plutôt à un porcinet qu'un joueur de basket et qui surdomine la NBA actuelle, Larry Bird fait partie de ces joueurs aux fondamentaux exceptionnels, au mental indescriptible. Il aurait dominé la NBA actuelle de la même manière qu'un Luka Doncic ou un Nikola Jokic le font. Une science du jeu comme on n'en fait plus, ou comme on en fait très très peu, comme l'a expliqué Samuel. Donc c'est très très hype de pouvoir se remémorer les légendes du passé et de les honorer telles qu'ils le méritent. On va parler de ton événement, Ok. le Quai 54. Après 2 saisons compliquées liées au Covid, retour l'année dernière et un très 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 grand retour, gros événement. J'y étais, on a encore passé quelques minutes et quelques journées de dingue. Le Quai 54 revient en 2022 ou pas? Oui, bien sûr. Ok, qu'est-ce que tu peux nous annoncer? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah non, Dis-nous tout, tout le monde t'écoute, la France t'écoute. je peux t'annoncer que je suis fâché, et quand je suis fâché, j'ai envie de faire du lourd. Tu vois, Ok. non Voilà, tu sais, on est dans un pays qui s'appelle la France, et puis on est dans un métier en fait, là où en fait, on est tous les jours challengés aussi, tu vois. Ouais. Tu as entendu beaucoup de légendes sur Quai 54, ah, Quai 54, si, ça. Après, en vrai, bon, on a vieilli avec notre événement, ça fait 17 ans maintenant que je le fais, donc ça va, j'ai un peu d'expérience, mais j'aime en fait, ce qui me fait le plus plaisir chaque année quand je fais mon événement, c'est toujours de dire, contrairement à parce que j'aime mettre les points négatifs que les gens, j'entends, dont on me parle, et puis j'ai pas peur d'en parler. Les gens me disent, ouais, mais c'était mieux avant, tu vois, non, il y avait plus d'ambiance et tout. J'ai dit, mais en fait, j'aime vous rappeler une chose, c'est que l'événement Quai 54, c'est un événement de basket. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le niveau du basket, chaque année, est fait. Il monte. Depuis 17 ans. Mmh. Il n'a fait que monter. Et c'est là, en fait, là, moi, où je suis concentré. Tous les artifices qu'il y a aux côtés, c'est pour faire plaisir au public. C'est parce que j'ai voulu amener cette ambiance américaine aussi à Paris, tu comprends? Ouais. Mais la réalité, c'est que les mecs, on est là pour le basketball, c'est une compétition que les mecs prennent très au sérieux, tu vois. Donc tu nous annonces une compétition encore Ah non, là, les riche équipes, et là, intense. les équipes, elles sont vraiment... En fait, clairement, si tout va bien, ça sera vraiment le plus haut niveau que j'ai jamais eu en termes Paris, centre de Paris, Sous la Tour fin Eiffel. juin, début juillet. 8, 9, 10 juillet, je donne même les dates aujourd'hui, Boum, c'est l'exclu, j'avais jamais rendez-vous, donné. Voilà, 8, comme 9, ça, 10 juillet. voilà, je préfère le dire maintenant comme ça parce que c'est vrai qu'on l'a pas annoncé encore sur les réseaux et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont fâchés des fois Ok. parce qu'ils disent ouais mais vous nous dites tardivement, nous on doit poser nos vacances et tout ça, tu vois. Excusez-nous. 8, 9, 10 juillet à Paris. Voilà, Voilà. prenez vos places. Voilà. Et puis ce sera encore du lourd, j'imagine. Amadou, non? Ouais, et puis on est super content d'avoir ramené le côté féminin dans le Quai 54. Oui, Voilà, depuis qu'on a ramené Très ça bonne l'année chose. dernière, eh ben, écoute, hein, on va quand même... je sais de quoi je parle. tu sais de quoi tu parles, exactement. Parce qu'il y a quelques années, c'est quand même toi qui gérait la jante féminine au niveau basket en termes de tournois sur la région parisienne. Dans tout, c'est une histoire de timing, tu vois. Et je pense qu'on a bien commencé, et surtout qu'en réalité,
j'ai été vachement impressionné, même à titre personnel. Les Lakers cherchaient un nouveau coach, on en avait parlé dans une précédente émission, et trois profils se dégageaient. Terry Stotts, l'ancien des Blazers, Kenny Atkinson, qui est assistant des Warriors, actuellement qualifié donc pour les finales NBA, et puis Darwin Ham, qui était le seul des deux à ne pas avoir d'expérience de head coach. Et ben c'est lui qui a été tout simplement choisi. On peut peut-être vous le présenter. Donc l'âme d'un champion, hein. Ça c'est le travail de notre chef d'édition Lucien, beau titre Lucien, donc 48 ans, coach adjoint depuis 2008 et champion NBA 2021, mais en tant qu'assistant. Il était assistant de Mike Budenholzer du côté des Bucks de Milwaukee. Je me tourne tout de suite vers toi, Dylan. Est-ce que c'est un choix qui peut correspondre à LeBron James quand on sait que LeBron et ses coachs, c'est pas toujours évident? Bon, après, je pense qu'ils ont dû recruter un coach qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience parce qu'il y avait LeBron James. Donc, je pense qu'il va surtout s'aider de LeBron James. LeBron James coach, finalement, on lui laisse un peu de la place pour aussi être... un peu de liberté. Okay. On sait qu'il aime bien forcément gérer les équipes, un peu le recrutement, etc. Donc je pense qu'il va plus le guider à pouvoir gérer l'équipe des Lakers, parce qu'avec toutes les stars, on va dire, qu'il y a dans cette équipe, c'est pas forcément facile à gérer quand tu es coach. Okay. Donc je pense qu'il va plus se reposer sur un peu la première année sur LeBron. J'ai écouté pas mal d'analystes américains et tout ce qui revient, c'est le respect envers Ham. C'est-à-dire que c'est un mec apparemment qui a du caractère, c'est un ancien joueur, et ça aussi c'est important dans les relations. On sait que de nos jours, les joueurs ils aiment bien avoir ce crédit quand même, il sait de quoi il parle. Et ça, c'est un gros plus. Et du coup, dans sa relation avec LeBron James, la carte ancien joueur, la carte charisme, que nous on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas l'homme de l'extérieur, mais apparemment, quand on prend tous les Kendrick Perkins, tous les analystes américains, les anciens joueurs, ils ont tous validé ça. Donc c'est qu'à un moment donné, derrière, il y a une personnalité qui doit correspondre. On a appris justement une info assez importante sur lui. Ça ne concerne pas le terrain, mais plutôt hors terrain. Pour situer déjà un petit peu LeBron James, un joueur hors norme qu'on appelle King James depuis toujours. 19 saisons maintenant pour lui. 4 titres de champion, 18 All-Star, 10 fois All-NBA, 4 fois MVP et 3 fois MVP des finales. Donc voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle de LeBron James. Mais là, on ne va pas parler terrain, on va parler hors terrain. Forbes a sorti un chiffre assez astronomique. LeBron James serait le premier joueur en activité, quand on parle de NBA, à être devenu milliardaire. Antoine, qu'est-ce que ça te suggère quand on parle de LeBron? On sait que c'est quelqu'un qui gère très très bien ses business, il est impliqué dans pas mal de choses. On a connu aussi il y a quelques années des destins un petit peu différents quand on pense à Scottie Pippen, Allen Iverson. Maintenant, on est dans une autre ère. On peut être un sportif de haut niveau, exceller et également exceller hors business. Oui, alors déjà, j'ai beaucoup aimé que vous disiez son palmarès avant de dire qu'il est milliardaire, parce que c'est la seule réserve que j'avais, c'est qu'il en avait parlé beaucoup trop tôt dans sa carrière. C'était un objectif quasiment depuis sa saison rookie de devenir milliardaire, et il me semble que quand même on doit mettre le sportif avant. Et donc voilà, maintenant il y est arrivé après une très belle carrière, après aussi hors terrain des vrais choix, quoi, business, d'investissement, etc. Et surtout, il utilise cet argent pour des bonnes causes derrière. On l'a vu avec son école I Promise, et il y a beaucoup d'autres programmes autour. Donc, non, très bien pour lui. C'est le 3e, après Michael Jordan et Kobe Bryant, joueur NBA à devenir milliardaire. Donc, on peut que saluer tant que ça va dans le bon sens et que ça sert à de bonnes choses. Kenny Atkinson, tu l'as vu diriger les Nets. On peut même d'ailleurs voir son bilan. Il passe 4 saisons aux Nets. Il y a 118 victoires pour 190 défaites. Donc c'est un bilan négatif. Mais il y a quand même une qualification en play-off lors de la saison 2018-2019. Il perd contre les Sixers d'un certain Joel Embiid. C'était un projet en reconstruction à l'époque, les Nets. Est-ce que quand il va arriver du côté des Hornets, il sera un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire projet de reconstruction autour de joueurs jeunes, stars, la Melo Ball par exemple? Je pense que c'est plutôt qu'il va un petit peu reprendre le fil qu'il n'a pas pu continuer aux Nets. En fait, son histoire, on regarde le bilan, on a l'impression que c'est mitigé, mais c'est un coach qui a énormément de respect en NBA parce qu'il hérite des Nets qui sont vraiment décimés après tous les trades qui ont été faits pour avoir Paul Pierce, Kevin Garnett, etc. et qui après du coup permettent plus d'avoir vraiment des tours de draft hauts surtout. Et donc il va chercher des joueurs avec bien sûr le GM, etc. Mais ils arrivent vraiment à construire un collectif que lui il pousse, il forme, il arrive à sortir les talents de joueurs qui avaient été soit repérés avant, soit qu'ils ont un petit peu découvert au fur et à mesure.
Et ils amènent ce groupe en play-off qui performe pas fou en play-off, mais le simple fait d'arriver à se qualifier, c'était déjà bien. Et donc, ce coach-là a vraiment eu beaucoup de crédit, sauf que derrière, il y a Kevin Durant et Kyrie Irving qui arrivent et que clairement, c'est eux qui l'ont poussé vers la sortie parce que ils ne l'écoutaient pas. Pour eux, il n'avait pas assez de crédit. On va avancer du côté de l'actualité. Moi, je voulais juste dire que j'ai joué contre Kenny Atkinson. Ah, d'accord. Grosse info en plus. Mais qu'on s'en bat les couilles. Ça n'intéresse absolument personne. Ça nous intéresse. Si, il était en Pro B à l'époque. Il était à Nantes. Ouais, je crois que c'était à Nantes. C'était à Nantes, c'est sûr qu'il était à Nantes. Après, nous, avec Bondy, mon coach à l'époque, c'était Savo Vucevic. Et on jouait contre Kenny Atkinson. C'est pour ça que son nom... mais c'est ça qui est génial aux États-Unis, c'est que tout est possible. D'ailleurs, le coach de comment il s'appelle cette ligue, c'est Oklahoma. C'est qui le nouveau coach d'Oklahoma? Ah, j'ai plus le coach d'Oklahoma. Marc Daigneault. Marc Daigneault, c'était notre manager à Connecticut en première div, mais un manager de chez... En fait, c'était un ball boy. C'est pour ça que c'est flippant les États-Unis. Tout est possible. Tout est possible. Et on va te donner la chance à un moment ou à un autre. C'est ça qui est... La France, c'est un peu différent. C'est un peu plus compliqué. Il faut plus de clés. Je me permets d'en parler parce que vous, c'est pas évident pour vous d'en parler. Mais c'est ce qui est flippant, c'est qu'un mec comme Kenny Atkinson, qui n'a pas nécessairement un background de fou en tant que joueur, là-bas, il va avoir une opportunité. Un Marc Daigneault, il se retrouve à Oklahoma, coach principal. Et je te dis, en université, le gars, il était hyper calé, mais il n'était même pas 5e, 6e assistant. Il était juste manager, tu vois. Voilà. Un parcours un peu à la Eric Spoelstra aussi, qui était assistant vidéo et qui est aujourd'hui à la tête du 8. On a à l'image d'ailleurs, on t'a demandé de préparer un petit top 10. Merci de l'avoir fait. On va voir un petit peu les joueurs que tu classes parmi les 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Donc il n'y a pas de Stephen Curry. On voit que Michael Jordan est en tête. Abdul-Jabbar est 2. LeBron James 3. Kobe 4. Magic 5. Shaquille 6. Qu'est-ce qu'on a? Wilt Chamberlain 7. Tim Duncan 8. Larry Bird 9. Et donc Hakeem Olajuwon 10. Pas de Steph Curry. Ouais, c'est vrai. Et pas de Shaq. Bah si. Pas de Shaq. Il y a en 6. Ah, il y a tellement... Oui, si, Shaq en 6. Qui a sorti là? Qui l'a sorti? Ah non, mais c'est difficile après de faire un top. Alors après, comme je t'ai dit, le top, là, je ne l'ai pas forcément fait dans l'ordre, même si au final, c'est pas délirant, je pense. C'est cohérent, ouais. Mais ouais, après, il faut choisir des mecs et c'est un choix difficile. Hein. C'est un choix difficile. Je pense qu'aujourd'hui, Steph, il a montré qu'il pouvait gagner avec ou sans autres superstars. Voilà, je pense à KD forcément. Donc voilà, il a montré qu'il pouvait emmener une franchise à gagner plusieurs titres sur plusieurs saisons et plusieurs saisons très différentes. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui va le faire l'emmener vraiment dans ce top 10 ? On ne voit pas de Larry Bird dans ton top 10. Il est 9. Si, il est 9. Oula, pardon. Donc on ne voit pas d'Isaiah Thomas, par exemple. Non, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Bon, c'est pas évident. Alan, toi qui es aussi un peu border, dis-nous tout, pourquoi un pied dedans, un pied dehors? Moi, j'ai 8 joueurs en fait où je suis sûr qu'ils sont top 10. Ok. Dans mon top 10. Après, j'ai un groupe où je sais pas. Ok. Et dans ce groupe-là, il y a KD, il y a Curry, il y a Kobe que j'ai pas dans mon top 10. Waouh. Voilà. Tu hésites avec KD, vraiment? Je pense que Kobe a une meilleure carrière que KD, mais je pense que KD est un meilleur joueur, intrinsèquement. Oui, mais ça dépend quel est ton point de vue. Tu pars d'où au niveau des trophées, au niveau de ce que le joueur fait individuellement? Moi, en fait, l'argument 5 bagues de Kobe contre 2 bagues pour KD, c'est pas un argument que je reçois. Sachant que KD n'a pas terminé. Voilà, il n'a pas terminé. Peut-être aller chercher les 3 bagues manquantes, peut-être. Si on regarde statistiquement, c'est un meilleur joueur KD, plus efficace en plus. Mais je veux pas paraître ça. C'est plus que, pour moi, KD, c'est un meilleur joueur de basket, Kobe a une meilleure carrière. Donc, je pense que je peux le résumer comme ça. Mais vu que Sur Steph. Sur Steph, voilà, Steph il est 10 parce que y a le côté à révolutionner le jeu, je pense que c'est quelque chose qui doit rentrer en compte aussi. Il y a le côté 4 bagues quand même, il y a le côté, il fait beaucoup de l'NBA, c'est une des phases de la ligue depuis une dizaine d'années quasiment. Et puis cette année il a quand même montré qu'il pouvait être, il l'avait montré aussi en 2015, mais pour moi c'était plus l'équipe de KD en 2017-2018, KD était le meilleur joueur de l'équipe. Cette année il a remontré qu'il pouvait gagner sans KD avec Klay Thompson et Draymond Green qui sont plus
à leur niveau de prime de cette époque-là. Donc pour moi, il a gagné beaucoup de points cette année en fait, sur ça. Évidemment que le Sénat n'aura pas d'influence sous prétexte qu'un LeBron James ou qu'un commissionnaire de la NHL ou de la NFL ou de la MLB prendra position. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a un vrai rôle sur la sensibilisation des esprits, des consciences, et que dans le futur, ça peut permettre au grand public de changer sa vision et de se dire « Ah, moi-même, mon rôle peut avoir un impact, je peux changer dans les urnes, je peux aussi dire que les choses sont différentes avec mon action, et là-dedans, dans cette sensibilisation, ça peut avoir un impact. Mais clairement aujourd'hui, non. C'est pas parce que la NBA va se positionner que la loi au Sénat elle va changer. Non, ça y est, les États aujourd'hui, ils ont la possibilité de dire oui ou non à l'avortement. On va faire un top 3 des trades que l'on a notés ici. Il y a peut-être des noms que vous allez pouvoir additionner. On les voit tout de suite. Donc ça concerne bien sûr le Français Rudy Gobert, 9 saisons à Utah, qui passe du côté des Wolves du Minnesota. Dejounte Murray, Spurs, meneur des Spurs All-Star, qui arrive du côté d'Atlanta. Et on a Malcolm Brogdon qui arrive d'Indiana Pacers pour aller du côté des finalistes NBA, les Boston Celtics. Je m'arrête tout de suite en plateau et je me tourne vers Abdoulaye qui a un petit sourire. Parmi ces trois noms, lequel est le plus hype pour toi? Est-ce que finalement c'est plutôt Rudy Gobert qui arrive du côté de Minnesota ou Dejounte Murray? Qu'est-ce qui te surprend un peu? Moi, ce qui me surprend, c'est Dejounte Murray. Parce que pour moi, il aurait pu rester à San Antonio et voilà, il pouvait construire autour de lui. Mais ils ont préféré le lâcher pour qu'il puisse s'envoler à Atlanta et je ne m'attendais pas à ce trade. Mais après, par rapport à celui de Gobert, je suis très excité. Très excité? They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three.